Parlons sous-location maintenant. Si vous êtes concerné par cette nouvelle façon d'héberger ou d'être hébergé, pas cette nouvelle façon, mais cette façon un peu plus tendance, encore une fois, avec les plateformes de location notamment, qui existent de plus en plus sur Internet notamment, et bien du coup on est tenté de sous-louer son bien. Bonjour Yves. Bonjour Thibault, bonjour Julien. Tout cela n'est pas sans règles et sans obligation de devoir, on va dire. Rappelons d'abord ce que c'est exactement la sous-location et qui peut être concerné par la sous-location. Alors sous-location, ça veut dire que vous avez déjà un contrat de bail au départ, vous êtes locataire, et la sous-location entraîne qu'il y ait une contrepartie financière ou sous une forme, éventuellement par des prestations de services ou des choses comme ça. Ça veut dire qu'il y a un échange. Par contre, n'est pas une sous-location si vous invitez votre petit ami à résider chez vous, si vous invitez de la famille qui reste un petit moment, etc. Ceci n'est pas de la sous-location. Dès lors qu'il y a une contrepartie financière notamment, et qui ne doit surtout pas être supérieure au loyer. Sinon, là, on rentre dans d'autres domaines qui peuvent être du pénal, etc. Quelle est la différence entre une sous-location et une colocation? Alors, la colocation veut dire à un moment donné qu'il y a eu contrat entre le bailleur et deux locataires. Alors, la colocation n'est pas totalement assimilée si le colocataire ne fait que payer l'électricité, le gaz, la nourriture quotidienne et qu'il n'y ait pas de contrepartie du loyer. On n'est pas dans une sous-location, on est dans une colocation comme vous le seriez avec une amie, un ami qui vient ou de la famille qui vient résider chez vous parce qu'ils font des études pendant quelques mois ou ils sont en déplacement sur la ville que vous habitez, etc. Ça, ce n'est pas une sous-location, c'est comme le propriétaire n'a pas de regard sur vos invités. Alors, celui qui sous-loue et qui perçoit donc une partie pas du salaire, mais du loyer, mettons moitié-moitié, quelles sont ses obligations à lui, par exemple au niveau fiscal? Est-ce que c'est considéré comme l'argent de poche ou est-ce que c'est considéré comme un revenu? Alors, j'aime votre naïveté, Thibault, c'est un argent de poche. Demandons donc à Bercy si c'est un argent de poche. Non, ce n'est bien sûr pas un argent de poche, il doit être déclaré dans une rubrique dans votre déclaration qui est des revenus non commerciaux, voilà, des revenus que vous pouvez avoir complémentaires même si vous êtes salarié. Mais je pense qu'il faut ne pas oublier quand on est dans la sous-location qu'en principe, quand on est dans la vraie sous-location, c'est-à-dire on a une contrepartie où on est parti 6 mois à l'étranger, on loue son appartement pour ne pas le perdre à quelqu'un d'autre, on doit en principe avoir l'accord du propriétaire. C'est un accord écrit, puisque dans votre bail, il y a une petite clause qui dit que vous n'avez pas le droit de sous-louer. C'est l'article 8 de la loi de 89 et la loi Allure de 2014 n'a pas amélioré les choses, au contraire, elle l'a généralisé même pour les meublés. Donc on a une interdiction. Alors ce qui ne veut pas dire, ici on est dans une émission pratique, c'est pas parce que la loi dit tout à fait non ou qu'il faut des documents écrits que ça ne se pratique pas. Bien sûr, et vous l'évoquiez, je pense à Airbnb, je pense à toutes ces mesures où on peut trouver. Et pourquoi? Pour simplement, notamment pour les jeunes qui ont du mal à se loger et qui ne trouvent pas parfois l'emploi est lié à une location et tout ceci nécessite parfois des petits arrangements. Alors il faut voir jusqu'où. N'oubliez quand même jamais, on va donner un conseil pratique aussi, ne pas oublier que son sous-locataire doit être assuré. Car s'il y a le moindre pépin, vous êtes vous le seul responsable. C'est le locataire qui est le seul responsable et n'oubliez pas donc d'avoir une assurance et vous restez responsable. Alors après, on peut parfois demander quand ça dure et que c'est une espèce de colocation, pourquoi ne pas demander un avenant, qui n'est pas un nouveau bail, un avenant à votre propriétaire pour l'intégrer. Souvent, là, le propriétaire est d'accord. Pourquoi? Parce qu'il va avoir 2 personnes garantes du loyer et ça peut l'arranger. Donc, vous seriez beaucoup plus soulagé, vous, et être en légalité, que de faire de la sous-location si ce n'est pas juste temporaire. Voilà. Lorsque l'on... Est-ce que ça peut durer indéfiniment ou est-ce qu'il doit y avoir des durées très précises? Très bonne question, Julien. La sous-location s'arrête en même temps que le bail. Si le bail est d'une durée limitée ou si vous donnez congé, vous, locataire, le sous-locataire n'a aucun droit à rester. Et le propriétaire, s'il veut reprendre son logement au terme des 3 ans ou pour des raisons X ou Y que la loi prévoit, il s'arrête. C'est-à-dire que lorsque le locataire est tenu de partir, le sous-locataire est tenu de partir, même s'il y a un écrit du propriétaire, même s'il autorise la sous-location. Il est lié à la durée du contrat de location. Lorsque l'on visite un appartement, comme on va le voir à l'image maintenant, est-ce qu'il est nécessaire et utile et obligatoire d'expliquer
qu'on va sous-louer ou pas? Ou est-ce que ça peut arriver après? Ça peut arriver après. Après, soit vous le savez dès le départ et vous voyez avec le propriétaire, mais en général, les propriétaires ne sont pas très enclins à vous signer une autorisation de sous-location, tout simplement parce qu'ils ne maîtrisent pas les risques liés à un sous-locataire qui pourrait faire des dégâts. Et ils n'auront comme seul recours que le locataire. Donc ça fait peur à un propriétaire. Ils ne connaissent pas non plus le sous-locataire. Et ils ne connaissent pas forcément le sous-locataire. En principe, dans une vraie sous-location légale, vous devez joindre à votre contrat de sous-location, vous devez joindre à votre contrat de sous-location l'autorisation écrite du propriétaire et faire un contrat qui n'est pas un contrat type. C'est un contrat lié au Code civil et vous pouvez y mettre les règles normales du Code civil. Donc beaucoup plus large dans les échanges avec votre sous-locataire. Mais surtout, ne pas dépasser le montant du loyer pour ne pas faire de la spéculation. Et pour terminer, au niveau de l'évolution de cette loi aussi, il y a pas mal de nouvelles choses, notamment au niveau des diagnostics. C'est-à-dire que les locataires doivent présenter un diagnostic au sous-locataire? Alors, ils doivent avoir à l'égard de leurs propriétaires des diagnostics. Il faut annoncer qu'à partir du 1er juillet, des nouveaux diagnostics vont être obligatoires, qui vont s'étaler jusqu'en 2018 suivant l'âge de l'immeuble et de l'appartement. C'est les diagnostics d'électricité, de gaz, pour des raisons de sécurité que l'on comprend. C'est la loi Allure de 2014 qui impose effectivement de nouveaux diagnostics. Mais ne pas oublier qu'ils doivent être à disposition éventuellement. Alors, le sous-locataire n'est pas tenu par ces mêmes règles, mais le locataire, oui, à l'égard du propriétaire qui est tenu de fournir ces sécurités. Et je rappelle aux propriétaires qu'ils doivent également avoir à disposition, si le locataire le demande, les diagnostics amiante, même s'ils ne sont pas obligatoires dans le texte. Très bien, merci pour toutes ces informations, Yves, que vous pouvez retrouver sur le site de Notaire, France 3 Picardie. Alors, notaire en pluriel.fr. Tout à fait. Et hdf.france3.fr aussi. Voilà, les deux, dans notre rubrique d'émission. Merci beaucoup, Yves. Merci à vous.